Bonjour, je suis Federica Chiocchetti, la directrice du Musée des Beaux-Arts Le Locle, et on est ici pour une conversation passionnante sur les métamorphoses des collections, c'est-à-dire la réactivation des collections historiques par la création contemporaine. Nous serons accompagnés par Anne Demester, la directrice du Kunsthaus Zurich, et David Lemaire, le directeur du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. My name is Anne de Meester. I'm the director of Kunsthaus Zurich, and I'm going to speak with my colleagues about artistic interventions in historical collections, how historical activations of collections can bring us new readings of art from the past and catapult them into the present. Bonjour, je suis David Lemaire, je suis le directeur du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds et on va parler ensemble de différentes expositions qu'on a faites dans ce musée lors desquelles des artistes ont réactivé nos collections, les ont accrochées à notre place et nous ont des fois, souvent, aidé à mieux les comprendre, voire même à mieux les soigner. Bonsoir, merci pour être là. Je suis Federica Chiocchetti, la directrice du Musée des Beaux-Arts du Locle, et je suis accompagnée par Madame Anne de Meester, directrice du Kunsthaus Zurich, et David Lemaire, directeur du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Et on est ici pour converser autour d'une thématique assez passionnante, en tout cas pour nous, c'est sûr, la métamorphose des collections. Je vais vous présenter un peu les guests qu'on a avec nous et après on va un peu réfléchir au concept en général et je vais poser quelques questions, mais n'hésitez pas si vous avez aussi des questions, c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir un dialogue. Vous pouvez nous interrompre à tout moment. Alors, pour ne pas dire des bêtises, je vais dire. Anne de Meester ou de Meester? De Meester, ok. Non, parce que mon nom, il métamorphose beaucoup. Du coup, je tiens à ne pas le faire pour les autres. Né en 1975 à Bruges, dirige depuis octobre 2022 les Kunsthaus Zurich, le plus grand musée d'art en Suisse. De 2014 à février 2022, elle a été directrice du Frans Hals Museum de Haarlem aux Pays-Bas, musée consacré aux maîtres anciens, à l'art moderne et à l'art contemporain. Auparavant, elle avait dirigé pendant 8 ans des Apple, centre d'art contemporain et des performances situé à Amsterdam, célèbre pour son programme curatorial, que j'ai failli étudier aussi, destiné à la formation des commissaires de musées et d'expositions. Madame de Meester a fait des études de littérature et de linguistique, anglais, néerlandais, norvégien, et a travaillé comme critique d'art pour les grands journaux dans son pays d'origine. Elle a été l'assistante de Jean Noët et commissaire au SMAC, le musée municipal d'art actuel de Gand, ainsi que le musée Marthe et de Herford en Allemagne. A été co-commissaire de la Biennale de Tirana en 2003 et a réalisé des expositions avec des artistes comme Salatika, Zarina Bimigi, Mika Rottenberg, Nina Yuen, Bjarne Melgaard, Luc Taimans, Michael Boremans. Et en 2009, elle a été commissaire de la Triennale Balt à Vilnius avec Kęstutis Guitsinas. This is very hard to say. Jusqu'en 2022, elle était titulaire d'une chaire de professeur ordinaire d'art et de culture à l'université Radboud de Nijmegen. Son enseignement était axé sur la notion de musée transhistorique, un musée dans lequel les œuvres d'art, les objets et les idées des différentes époques et périodes dialoguent entre eux. Du coup, très pertinent pour le débat d'aujourd'hui. Aux Pays-Bas, elle était aussi considérée comme une éminente ambassadrice des arts plastiques et des musées, entretenant un dialogue vivant avec les personnalités politiques, les médias et le public. En 2022, ses mérites lui ont valu d'être nommée chevalier par la Maison royale du Pays-Bas, officier dans l'ordre d'Orange-Nassau. Elle vit à Zurich avec son mari et ses 2 enfants. Et à ma droite, je suis accompagnée par David Lemaire, que peut-être vous connaissez déjà parce que c'est un voisin.
est né à Namur en 1980. Il a enseigné l'histoire de l'art à l'Université de Genève de 2006 à 2018. Pendant 6 ans, il a été conservateur adjoint au MAMCO avant de prendre la direction du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds en 2018. À ce titre, il préside depuis 2023 l'Association du Musée d'art suisse, AMAS. Pas sans H. Spécialiste du 19e siècle de l'art contemporain, il est l'auteur des monographies sur Eugène Delacroix, Alan Hack ou encore Luciana Quattrini. Il a dirigé des ouvrages de référence consacrés à Paul Robert, au style sapin, mais aussi à Kiki Kogelnik, dont il a conçu la première rétrospective en francophonie. Il a organisé une 50aine d'expositions, dont des monographies de Konrad Klafek, Natasha Donze, Nina Childress et Anna Mendieta. Voilà. Oui, absolument. Comme ça. Nous sommes ici au Musée des Beaux-Arts du Locle, pour le public qui ne le connaît pas, et surtout parce qu'on est filmé pour les gens qui vont nous revoir plus tard. C'est un musée qui a un double âme. C'est le musée de la ville du Locle, mais c'est aussi le musée de la Société des Beaux-Arts et du musée du Locle, qui existe depuis 1862 et se trouve dans ce bâtiment qui a été construit entre 1906 et 1913 par les frères Crivelli. Et on est situé dans les montagnes neuchâteloises. On est presque plus proche de Besançon que de Zurich ou Genève. Et comme le dit notre super tote bag, there is no fog in le Locle. On est éloigné, mais la périphérie nous permet d'être expérimental et voilà, de se faire plaisir avec des projets un peu plus underground, comment dire. Et on espère voilà, que cette conversation vous incite à nous visiter dans le futur. J'ai aussi mis un plan des salles pour vous montrer qu'on a beaucoup de mètres carrés dédiés à l'art. C'est un bâtiment de 1000 mètres carrés. On a 800 mètres carrés de surface d'exposition, divisé en 7 salles sur 3 étages. Et on organise 2 cycles d'exposition par an, le printemps et l'automne. On n'est pas très original, mais voilà, c'est plus simple aussi pour la presse. Et pour la petite histoire, quand j'ai repris le poste en 2022, je suis arrivée et j'ai retrouvé une collection de 5000 objets, un peu schizophrénique, c'est-à-dire avec de la peinture, de la sculpture, de l'art imprimé, mais comme on disait tout à l'heure, une collection qui a des grands maîtres français, mais qui a aussi beaucoup d'artistes suisses de la région, un dépôt très prestigieux de la Confédération, mais qui reflète aussi beaucoup des goûts personnels selon les différents conservateurs et conservatrices qui se sont alternés dans l'histoire. Et la toute première question que je me suis posée, c'était comment mettre en valeur cette collection qui appartient au Loclois, c'est à vous, et comment aujourd'hui, en 2025, créer une programmation qui sort un peu de l'ordinaire et de la traditionnelle salle fixe dédiée à la collection permanente qui risque souvent d'être d'ailleurs malheureusement une salle qui présente que d'artistes hommes parce que comme vous le savez on n'est pas les seuls. Les statistiques sont assez tragiques. Nous, on a les 17% d'artistes femmes versus le 83% d'artistes hommes dans la collection. Du coup, pour moi, faire une salle permanente, c'était hors des questions. Et de façon très naïve, très spontanée, j'ai commencé à essayer de encastrer, de faire dialoguer, de créer des tensions entre la collection permanente, les œuvres historiques et les artistes contemporains. Même sans trop réfléchir, j'ai connaissé oui, des programmes comme Artist Choice des années 80 au moment, mais il n'y avait pas forcément une intention programmatique au début, c'était très naturel. Et après, j'ai tombé sur le programme Recollect au Kunsthaus Zurich, qui du coup est né à peu près à la même époque, en 2023.
Et si le Kunsthaus Zurich fait quelque chose, ça veut dire que c'est dans l'air du temps. Et du coup, c'était pas une mauvaise idée de suivre cette politique d'exposition. Et c'est pour ça que je voulais absolument dialoguer avec Anne, parce que j'étais vraiment très curieuse et passionnée par apprendre les logiques derrière une initiative de telle portée, et aussi avec David qui a une approche aussi très poétique. C'est à travers les mots, la littérature, d'ailleurs c'est aussi un peu ma formation, je viens de la littérature comparée, qui active chaque fois les accrochages de la collection permanente du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Les titres d'aujourd'hui est un peu inspiré par cette phrase légendaire d'André Malraux, qui, en fait, quand je l'ai lu la première fois, il y a des années, m'a complètement bouleversée, parce que c'est assez simple, le concept, mais j'avais jamais pensé qu'en fait, c'est les musées qui séparent l'œuvre du monde profane, parce que chaque fois, une œuvre d'art n'existait pas avant. Elle n'était pas créée pour être une œuvre d'art observée dans un musée en relation et en dialogue avec d'autres œuvres d'art. Elle était peut-être un décor dans un château, dans une église. Et voilà, et du coup, cette idée du musée qui crée le concept même d'œuvre d'art, et cette phrase qui dit que du coup, les musées séparent l'œuvre du monde profane et la rapprochent des œuvres opposées ou rivales. Il y a une confrontation des métamorphoses. J'étais un peu surprise par cette notion de rivalité, parce que je pense surtout avec ce programme Recollect, ou cette initiative de vouloir créer une tension, un dialogue, on n'est pas vraiment dans la rivalité des œuvres, dans la rivalité des artistes. Au contraire, c'est vraiment c'est de l'activation de nouveau storytelling, au moins moi je le vois plutôt comme ça, mais en tout cas c'est une phrase qui m'a toujours frappée, et voilà, et je voulais la partager un peu avec vous. Et là, comme ça, je commence mes questions. Du coup, si Anne, vous pouvez nous raconter un tout petit peu cette idée du regard de l'artiste dans les collections du Kunsthaus, ce serait magnifique. Merci. Merci Frédérica. Je vais pas parler en français parce que j'ai un français quotidien. Je suis belge mais flamande. Alors je vais probablement répondre en anglais avec des phrases françaises de temps en temps, juste pour montrer que je comprends et que j'ai une certaine commande de la langue, mais pas dans le jargon artistique. Peut-être j'ai amené beaucoup de slides. Peut-être c'est un peu loose association. On peut flipper comme ça, c'est animé. Oui, je peux aussi le faire parce que ils sont peut-être pas très en accordance avec ce que je dis, mais tu m'avais aussi demandé de peut-être un peu expliquer quand même qu'est-ce que c'est le Kunsthaus si on ne connaît pas, et c'est aussi it's to sketch that background why we would launch that initiative Recollect. And maybe it's easier if I do it myself. Then I think most of you hopefully have visited the Kunsthaus, and since 2021 we could actually say that we are sort of one museum with 4 buildings. We call it almost like a cadavre exquis. So there's the original building, and throughout the centuries, or in the 20s, in the 50s, in the 70s, new elements were added. And now we're like a little campus, and that also in a way reflects, so here you can see sort of the cadavre exquis made logical. Here it seems all very structured and logical, but our collection actually also functions in a similar way. The collection is panoramic. I mean, I always use the word in the past transhistorical to sort of illustrate that it pierces through different trajectories in time. We have more than 800 epochs of art history, but again, as the building, the collection has no natural logic. It's more like an archipelago of different islands that both refer to the past and hopefully also to the future. So there's
a number of highlights in the collection. We have a large collection of Vincent van Gogh, a large collection of Impressionism, a large collection of Hodler, a large collection of Cy Twombly, a giant collection of Giacometti, but there's also many things that we don't have. And so in that sense, the Kunsthaus is not a traditional encyclopedic museum that you can walk through and gives you an impression of the logic of the fake logic, I think, of art history, but it gives you a sort of series of images that are related in history, atmospherically related, but don't tell you this linear progress through the history of art. And this method of dealing with that collection, I think in the Kunsthaus has always been a bit schizophrenic, as you mentioned, in a different way, Frederica. I think in our permanent display, there is the attempt to create a certain logic. Now we have rooms dedicated to old masters, rooms dedicated to Giacometti. Then you have rooms dedicated to private collections. So there's an attempt to create a logic. And at the same time, the history of the Kunsthaus has always been one where this logic was disrupted. We have a sort of pedigree of legendary curators, Harald Zeeman, Pietje Kuriger, who not only did exhibitions, but also intervened in the collection and brought another trans-historical logic in that, combined art from the past with art from the present, and mainly also worked with ideas of affinity, maybe in contrast to Malraux, not opposition or rivalry, but more which works resonate with each other, which works have affinity. And when I became director in 2022, October 2022, we had a lot of things to deal with that were not connected to our own collection. But of course, the collection is what makes, that's the heart, the centerpiece of the museum. So from that moment on, I, with the curatorial team, also started thinking, how do we actually, how do we want to retell this very fragmented narrative of our collection? How do we bring an approach into it that is both inspiring for the audience, but also understandable? And for us, I'm trying to, but to come to your question, the reason why we started with the series Recollect came from the idea like, okay, in order to bring a sort of new meta-narrative into the museum, that takes time. You know, then you have to really study, analyze the collection, study its genesis, see what kind of motives there are there, but you can't wait with bringing dynamic the years that it takes. So for us, it was very logic, especially in conversation with Miriam Varadinis, that we bring in the voice of the artist. And it has to do with my background, but definitely also with this history of the Kunsthaus that has always mixed up things, that was not so strict about what is curatorial, what is artistic, what is the past, what is the present. And we had a lot of conversations like, why would we ask artists to curate? Are our curators not good enough? I mean, do we want to undermine curatorial expertise? But there's a number of reasons why we did that. And I could sort of enumerate them. If I don't talk too long, you have to cut me short. I think the first one has to do with the history of the Kunsthaus. Like we are also, the Kunsthaus came into existence already long before the first building opened in the 18th century, and it was an artist initiative. I mean, you sketched the history of this museum for me. If I summarize it in baby talk, the history of the Kunsthaus, it was artists in Zurich being jealous of Basel, where there was a gigantic museum, but Zurich had nothing, so they started their own salon, the Künstlergütli, that grew into a museum through the collaboration with collectors. Of course, that's the dummy version of our history. So the artist voice has been crucial for the existence of the Kunsthaus. A second reason why we started it is, I think we all share the conviction in our small team that you have, on the one hand, the art history, and on the other hand, the history of art. I'm saying like art history is scientific. It has a logic. It's linear, chronological. It presupposes that there's movements in art that follow each other, and that there's a certain kind of progress, and that there's an idea of avant-garde, breaking tradition, building new things. And so it's a scientific discipline. And then you have the history of art, which is the reality of how artworks came into existence, and that is not
orderly. It's not categorical. It's very, very messy. It's the history of between artists, who spoke to whom loved who had a rivalry with who did things simultaneously. Like why did certain ideas pop up in different places at the same time? And then we say, well, he was first. Well, maybe he was not. No. So, and I think this contrast between art history, scientific discipline, and then the reality of the history of art, I think we as a museum should embrace that. We do research, we're scientific, but in showing art, it's much more interesting to also talk about these messy conversations between artists. And then maybe two other reasons that we chose this approach was going back to the pre-origin of the museum. Before we had any notion of a public museum, we of course had Wunderkammers, Cabinet de Curiosité, where there was no hierarchy between fine art and applied art, or literature and exotica, or where this whole idea of bringing order into a collection was not present, and was about curiosity, amazement, status as well. So bringing back this original idea of the museum as a cabinet where you incite curiosity was a very big motive. And then there's maybe two more semi-intellectual ones. One has to do with the fact that I think is, again, and people always try to put me in the corner and say, as you're not an art historian, you doubt the validity of art history. I don't. But I do see that our role is also to incite excitement about art, and that is not always scientific. And I hate to admit that one of my favorite books is by Georges Didier Huberman, but I read it in English. So when I have to cite it, I always cite the English version. It's the End of a Certain Art History. I think he published it in 2009. And there he speaks about the underbelly of images, saying like, well, images have a surface and they have meaning, but they have an underbelly, they have a subconscious. And art historical analysis only taps into the readable signs of the image. But there's this underbelly, and he doesn't say that, but what we say is that actually artists are better able to bring this underbelly into the world than maybe we are as curators or as art historians. Which means that we're complementary. Like artists do not only produce art, they look at art, they present art. I mean, Warhol does this magnificent exhibition in the 60s, 70s called Raiding the Icebox. That was a revolutionary way of displaying a collection. So why not also have the artists speak in the museum? And that's a very long story to say like how we came to this notion of recollect. I'm still flashing our highlights. It's this, Maybe I can ask a question to David, and then we go back to the details of recollect, if that's okay. Désolée, j'ai parlé en anglais. Et nous, on avait un peu discuté de ça parce que, par contre, toi, vous avez décidé d'avoir des salles dédiées à la collection de façon fixe, permanente, mais vous les activez avec des accrochages qui changent très régulièrement. Et souvent, c'est la poésie, c'est la littérature qui vous inspire. Est-ce que vous pouvez en dire quelques... Oui, je peux raconter un petit peu l'histoire. Quand moi je suis arrivé au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds il y a 8 ans, presque 8 ans, en fait, je m'entends dire par mes collègues que le public ne monte pas au premier étage dans les salles des collections. Et la raison, c'est que simplement les visiteuses et les visiteurs disent « je connais déjà ». Et en examinant un petit peu ces salles, je m'aperçois que ma prédécesseur avait réussi véritablement un tour de force. C'est qu'avec notre collection, qui n'est, contrairement au Kunsthaus, pas très grande, c'est environ 8000 œuvres, en fait, elle avait réussi à écrire une histoire de l'art par les œuvres, avec des successions d'écoles de manière assez logique, avec un focus un peu régional, avec une salle Léopold Robert, etc., etc. Et donc il y avait vraiment un parcours dans les salles qui était construit, pensé, logique et argumenté.
Et tout ça, c'était vraiment un tour de force parce que les œuvres étaient assez peu nombreuses. Mais le revers de cette médaille-là, c'est qu'en fait, elle avait abattu toutes ces cartes. Toutes les bonnes œuvres de la collection, entre guillemets, toutes les œuvres un petit peu prestigieuses, elles étaient accrochées au mur. Et donc, cet accrochage, il était fixé, on ne pouvait rien changer sans que tout s'effondre. Et donc, j'ai tout effondré. J'ai tout effondré en partant du principe justement que les œuvres dialoguaient mieux entre elles et que on pouvait montrer aussi d'autres choses qu'une œuvre de grande qualité. Elle était renforcée par le voisinage parfois d'une œuvre moins prestigieuse. Et c'est vrai que pour... j'ai pas tout cassé, j'ai pas tout effondré. Et donc, c'est vrai que pour ces premiers accrochages, en fait, c'est parti de quelque chose de très ludique, un peu ces comptines enfantines, quand on dit marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de... etc., etc. Et en se basant simplement sur des proximités visuelles entre certains tableaux. Tout à coup, si vous venez actuellement, mais vous avez encore jusqu'à dimanche, au musée de la Chaux-de-Fonds, vous vous apercevrez qu'une femme allongée, peinte par Vallotton, ressemble étrangement à une carpe morte dans une assiette sur une table, peinte par Georges de Soulavie. Et ces deux-là ne se sont probablement jamais parlé, même s'ils étaient presque contemporains. Et en fait, on peut les rapprocher et ça finit par raconter quelque chose de supplémentaire. Et à cela, eh bien, pour organiser un tout petit peu cela, en effet, j'ai fait appel à mes lectures, à tout un univers mental qui permettait, avec c'est un mot qu'a inventé Roland Barthes, qui parle du titre comme une fonction de relais. Tout à coup, au lieu de donner un ancrage, au lieu de consolider les choses, le verbal va faire rebondir les idées ailleurs, là où on ne les attendait pas forcément. Alors, tout ça, c'est bien joli. Ça a eu pour résultat que les visiteuses et les visiteurs remontent au premier étage. Et en effet, ces salles sont les salles de la collection dite permanente. Elles sont très impermanentes, puisque à chaque nouvelle exposition temporaire, c'est-à-dire environ 3 fois par an, nous réaccrochons entre la moitié et les 3/4 de ces salles pour justement dialoguer aussi avec les expositions temporaires. Actuellement, nous venons de fermer l'exposition de Doris Stoffer et d'Agnès Thurnauer. L'une d'entre elles était une militante féministe très importante dans l'histoire politique de notre pays, en plus d'être artiste. L'autre ne peignait que des mots, quasiment. Eh bien, nous avons une salle dédiée à des peintures verbales, des peintures qui peignent des mots, des phrases, etc. Une autre salle qui était dédiée à la représentation de la femme dans sa sociabilité, de la femme au travail, de la femme en famille, de la femme, etc. Et puis une troisième salle avec des œuvres d'artistes femmes qui mettaient un tout petit peu en crise la précédente. Et donc, c'était vraiment un accrochage qui alors allait résonner avec des objets littéraires qui en faisaient le titre, mais qui allait résonner aussi avec les expositions temporaires. Maintenant, en faisant ça, moi j'ai beaucoup de plaisir, c'est très gratifiant. C'est l'aspect un peu créatif de mon travail, mais il y a quand même une petite voix derrière ma tête qui me dit, bon, c'est quand même un musée, tu es quand même historien de l'art, tu es censé faire de l'histoire de l'art aussi dans ce musée. Comment est-ce que tu peux faire ça ? Alors, de mes années au MAMCO et d'apprendre le métier auprès d'un grand directeur de musée qui était Christian Bernard, j'ai retenu plusieurs leçons et il y en a une qui m'a beaucoup servi, c'est une leçon de paresse. Christian Bernard avait une idée formidable qui me convenait très bien. Il disait, en fait, quand on a un problème, on demande aux artistes de le régler. Et j'ai fait ça. Tout à coup, je me suis dit, bon, en fait,
je vais demander à des artistes d'écrire de l'histoire de l'art à ma place. Et j'ai fait appel, le premier à qui j'ai fait appel pour ça, c'était Matthias Pfund, qui est un artiste qu'on connaît bien dans le canton de Neuchâtel, puisqu'il a d'une part défrayé la chronique il y a une dizaine d'années en installant un clitoris géant sur le rond-point en face de la gare de Neuchâtel. Et puis, un petit peu plus récemment, il a de nouveau défrayé la chronique en faisant une œuvre qui mettait en question l'héritage et la statue de Depury, en faisant ce petit Depury plongé dans le béton, la tête à l'envers, qui a d'ailleurs été volé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui travaille l'art et son histoire dans ce qu'elle peut avoir de problématique à bras le corps. Et il est venu dans la collection, il a regardé un petit peu tout ce que nous avions, il s'est beaucoup intéressé à la Chaux-de-Fonds. Il a fait des comparaisons auxquelles je n'aurais jamais pensé, mais que j'ai trouvées absolument lumineuses, entre La Chaux-de-Fonds et Célesteville. Célesteville, c'est la ville de Babar. Toutes ces deux villes sont construites de la même manière, de manière à orienter pour attraper le plus possible le soleil. Enfin voilà, il avait des idées formidables. Et il s'est intéressé à un mouvement artistique propre à la Chaux-de-Fonds et à la région du Jura, des montagnes neuchâteloises, qu'on a appelé l'école du gris. Et en fait, il a fait une exposition sur l'école du gris, tout en mettant en crise cette catégorie-là, comme on avait l'école de Pont-Aven, comme on avait l'école de ceci, de cela, en la mettant en crise par la médiation du musée. Donc en fait, il s'est mis à pasticher l'appareil de médiation du musée, à pasticher les textes de médiation du musée, en reprenant les polices de caractère du musée. Et suivant, il a fait vraiment une exposition un petit peu complètement historique, en reprenant les différentes actrices et acteurs de l'école du gris. Mais suivant qu'on entrait dans un sens ou dans l'autre dans la salle, on était accueilli par un mur de textes comme ça qui contextualisait l'exposition. Et si on entrait par l'avant, on avait un mur extrêmement élogieux qui expliquait que ce gris était vraiment l'expression d'une réserve, d'une finesse, d'un refus d'un spectacularisme tapageur et au contraire d'une très très grande maîtrise, etc., etc. Si on rentrait par l'autre côté, on avait un tout autre texte qui faisait exactement le même nombre de mots, mais qui disait que ce gris était triste à pleurer parce qu'en fait, la Chaux-de-Fonds, il n'y a pas de brouillard non plus, mais il y fait froid, les maisons le vent s'engouffre dans les allées et que tous ces artistes étaient bons à se pendre et qu'en fait l'école du gris était le zeitgeist des sinistres années 20 à la Chaux-de-Fonds. Et donc voilà, en faisant ça, il remplissait toutes mes cases, hein. Il mettait en crise mon propre travail, il racontait l'histoire d'un véritable mouvement à la Chaux-de-Fonds. Et il faisait finalement, et c'est aussi là que c'est assez formidable, une exposition de Matthias Pfund. Alors ça s'est accompagné, vous le voyez là-bas en train de discuter avec le public, il a baissé son masque. Il y a une chose amusante, c'est que un jour il est arrivé au musée en me disant, voilà David, il manque un Albert Loca dans l'exposition. J'en ai trouvé un à vendre, il n'est pas très cher, on pourrait peut-être l'acheter pour le mettre dans l'exposition. Et là je dis à Matthias, mais en fait, si Matthias, nous avons des Albert Loca, regarde. Et il dit, ah bah oui, donc je le vois quand même un peu hésiter, il dit, bah, je vais quand même aller l'acheter pour moi. Et effectivement, il va acheter ce tableau d'Albert Loca, qui a des bouquets de lys très beaux, beaucoup plus beaux que celui que nous avions dans notre collection d'ailleurs. Et 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, arrive la Biennale de la Chaux-de-Fonds, dont nous allons ouvrir la prochaine édition le 27 septembre. Et là, Matthias Pfund revient avec une proposition pour la Biennale qu'il soumet à l'appréciation du jury. Et ce ne sont que des œuvres qu'il n'a pas réalisées, mais qui racontent une histoire qui l'intéresse. Et dans ces œuvres-là, eh bien, il y avait justement le Albert Loca. Et en fait, il propose d'accrocher le Albert Loca sur les murs. Et sa participation à lui, c'est le cartel où il explique qu'il l'a acheté pour 400 francs dans le contexte, lorsqu'il a fait l'exposition sur l'école du gris. Et que finalement, c'est une peinture qui devrait revenir au musée de la Chaux-de-Fonds. Et d'ailleurs, il l'a offerte au musée. Donc, voilà. En fait, les histoires se nouent comme ça. Est-ce que je peux donner un deuxième exemple un petit peu différent.
vraiment travailler la collection grâce au regard d'autres artistes, nous avions invité les sœurs Claudia et Julia Müller, qui sont des artistes qui font de la céramique, mais qui font aussi, elles sont plutôt connues pour ça, des peintures murales qui ont une vocation éphémère dans les salles même du musée. Et donc, elles aussi, comme Matthias Pfund, elles se sont intéressées à nos collections et elles ont fait une grande installation dans 3 salles du musée qu'elles ont réalisées sur place avec des assistantes soit venues de Bâle comme elles et deux artistes qu'elles ont choisis à la Chaux-de-Fonds. Et vous le voyez là, il y a notamment des reproductions de tableaux de Jenny Eckardt, qui est une artiste très méconnue, dont vous avez un très très beau tableau accroché à l'étage d'en dessous, en très bon état. J'ai d'ailleurs complimenté Federica pour la qualité de l'état de conservation de ce tableau, parce que précisément, alors on ne le voit pas très bien sur l'image, mais je le remontre, les nôtres étaient en assez mauvais état. On a un fond de Jenny Eckardt assez important, une petite dizaine de tableaux, je dirais, mais dont certains étaient vraiment très abîmés. Et avec ce coup de projecteur que les sœurs Müller ont donné sur Jenny Eckardt, nous nous sommes dit, bon, en fait, on va faire un état de l'art. On va montrer les œuvres telles qu'elles sont. On accroche tous nos Jenny Eckardt, ceux qu'elles ont peints et les autres aussi, dans l'état où ils sont. Et ça va nous permettre d'alerter le public, les autorités, sur l'état de conservation. Voilà, une artiste, femme du 19e siècle, morte très jeune dans la pauvreté. En fait, le musée ne prend pas soin de ses œuvres. C'était intéressant de le montrer. Ça piquait un peu. C'est pas vraiment bien vu de la part d'un musée d'accrocher sur ses murs des œuvres en mauvais état, avec des déchirures, avec des lacunes, avec des soulèvements. Mais c'est précisément ce geste-là qui nous a permis de trouver des financements pour faire restaurer correctement l'ensemble de la collection des Jenny Eckardt. Et donc, j'ai choisi cette image-là, même si elle n'est pas très très lisible, mais parce qu'on voit à droite de l'image que les sœurs Müller ont aussi, sur le mur, écrit la biographie de Jenny Eckardt et vraiment contextualisé son travail en racontant sa vie. Donc voilà, 2 exemples d'artistes qui je ne sais pas si ils et elles font mon travail, mais en tout cas me permettent de le faire et permettent à l'équipe curatoriale du musée d'aller faire des accrochages un petit peu plus punk. Merci, c'est très intéressant. Et en fait, en comment, si tu veux, on a le fait que nous n'avons pas réfléchi à nommer cette politique d'exposition, comme par exemple Recollect ou Artist Choice ou The Artist's Eye pour la National Gallery. Mais par contre, Recollect, c'est vraiment c'est un programme déclaré avec un nom, une intention. Et j'aimerais bien comprendre vraiment les détails, la formule, comment vous avez collaboré, comment vous avez choisi les artistes. Est-ce qu'ils avaient une carte blanche complète ou voilà. Mais c'est intéressant ce que David avait dit auparavant. Hein, si on a des problèmes, on demande les artistes à les résoudre. Et chez nous, c'était exactement l'inverse. On s'est dit, très souvent, il y a aussi James Putnam a écrit tout un livre là-dessus, Artist Strategies in Museums, que les musées utilisent les artistes comme excuse. Les artistes peuvent faire ce que nous, on n'ose pas faire nous-mêmes, être un peu idiosyncratique. Alors pour nous, c'était une sorte de Hemmung, on dit en anglais, en allemand. On était un peu, est-ce qu'on a le droit de leur demander d'être punk et wild dans le musée, et nous, on reste un peu conservateur, on reste un peu comme il faut, et on demande aux artistes de faire une disruption. But we soon overcame that hesitance. And it's interesting, Federica, that you asked, like, yeah, it's a series and it has a name. It's something that now we also question whether that is useful. Because we wanted to give it a name to make clear, like, there's the normal display and then there's the disruption. And then there's a normal display and then there's interventions that challenge the normal display. Like artists maybe looking at objects that we would normally neglect,
or find uninteresting or do totally subjective approaches that curators are not allowed to do or do not dare to do. And naming it was a way of identifying it and also making it visible in the museum. We are quite big and fragmented, and by designating certain rooms with a label, it was like saying, hello, pay attention here. If I'm completely honest, we're now questioning that. We're questioning, does that make sense? Because why would you want to show that something is unusual? No? Why don't you let people encounter it in a way? But originally, the idea was what we want to pay attention to, want people to pay attention to it, show this is disruptive, or this is an alternative, this breaks the canon. And we chose the artist in a very also quite intuitive way. In a sense, like, I think it's also interesting what David said in another way, saying like that in your new accrochage always responds to the exhibitions done by yourself. We in a way splitted that, saying, well, we have artists that we show in the program, but we can actually enable more artists to be part of the museum by choosing other ones to be part of Recollect. And the discussions we had were very much also about scope, like which positions do we want to show? Should it only be Swiss, people with an intrinsic knowledge of the collection? Should it be other voices? We are quite Eurocentric in our program. Should we also use Recollect to invite artists outside of that scope? Should we redress the balance, male, female? And we had set up a list of criteria, and in the end we abandoned that. And we intuitively chose artists who have a natural connection to our collection. So we started out with 2 groups of artists, and I hope I can find it now. We'll flash you through a bit more images that I don't use. We'll come back to Walid Raad maybe later. Where is the first image? Now we end, it's dechronological, so this is the current interventions. But the first artists we invited were Hulda Zwingli and Matthias Waldbacken and Ida Ekblad. Hulda Zwingli is a collective from Zurich that has long criticized the Kunsthaus for, in a way, being an exclusively male bastion. And we wanted to ask them to look at our collection with that corrective eye. And I actually expected them to say no, because us inviting Hulda Zwingli could also feel like you try to encapsulate those who critique you. Like if somebody is on the outside legitimately criticizing an institutional policy, and then you invite that person in, it can be read as like you try to mute them, because who could refuse such an offer? So we expected Hulda Zwingli to say no, but they actually said yes. And they brought in 2 completely new things in the museum. One was a more like, let's say, squatter's aesthetic, like an aesthetic that in the museum we would see as maybe inappropriate or unprofessional or in a kind of unpleasant way, not corresponding to our levels of how we want to mediate. Kind of like Occupy movement? Yes, very much so. It created a lot of tension within the museum. And on the other hand, they also really let us look at our collection differently, in a sense that they have rediscovered certain artists that we were not very aware of. That Sophie Shepi was in our collection with a beautiful work. That we had a lot of female artists, maybe with minor works, that we never showed. So it was this very, in a way, expected gesture of they brought our attention and the audience's attention to blind spots, but also actually questioned this aesthetic of how the museum displays information, how we display works, how we use images, and in a general sense created a sense of discomfort. So I think Hulda Zwingli was a very logical choice, but in a sense, as we expected them to say no, it was a brave gesture for them to accept it and to enter the lion's den. Ça me fait penser aussi à une autre problématique qui est très pratique. C'est par exemple
et c'est très en lien avec notre expo en cours Attention Collection, qui est inspiré par notre logiciel d'archivage Museum Place. Nous, dans notre logiciel d'archivage, c'est pas évident comment on insère les genres, le sexe de l'artiste. Ça n'a pas été fait. Et du coup, ça pose de problèmes, parce que si on invite un artiste à travailler sur ça, bah déjà, quelle matière on lui donne pour pouvoir faire une recherche bien faite. Et après, je ne sais pas quel logiciel vous utilisez, mais du coup, ça me fait penser que sur le papier, sur les principes, c'est aussi des opérations qui sont passionnante, punk et fantastique, mais après il y a aussi des difficultés techniques à les implémenter, parce que parfois les informations, ça se trouve, nous par exemple on n'était pas au courant d'un certain nombre de femmes artistes, parce que dans le logiciel d'archivage c'était pas marqué comme femme artiste. Du coup on a dû vraiment, et heureusement on n'a pas la collection du Kunsthaus Zurich, parce que ça va prendre une éternité, mais voilà, il y a, du coup c'est aussi tout un problème des conservations et techniques qui pourraient être limitants pour ces genres d'initiatives d'invitation aux artistes. Oui. Mais en même temps, dans ce cas-ci et aussi chez vous, c'est au fait, c'est l'expo ou l'intervention a changé la systématique du musée. Et ça, je trouve intéressant. Like it's a temporary intervention, also in your case, but it changes actually the way the museum thinks about its own collection, and has to try to make adjustments. Like, so how you now label the gender. Like in our case with Hilda Zwingli, it was also like we realized we have never properly researched the collection on that basis, and they provided the first incentive. But there's definitely a lot of, practical problems attached to it. And I'll give one example and then maybe also hand over to David. Because the other, simultaneously, we had an intervention by Ida Ekblad and Matthias Valdbakken. And there the choice was very much based on their passionate interest in our collection. They are Norwegian artists who often are in Zurich because they have gallery representation. And they came to us with a sort of passion for Fuseli and for, let's say, the proto-surrealists in the collection of the Kunsthaus. And especially Matthias, we were talking about he's a novelist as well as an artist. We were speaking about Fuseli and how for outsiders like them, but also for me being Belgian, this particular work with these weird anti-bourgeois surrealist undertones is absolutely fascinating. So Miriam and I decided to invite them, why don't you work with our Fuseli collection? Okay. They ended up doing something completely different, but there it came out of a passionate interest in a certain part of the collection. In the end, we gave them carte blanche, and they came up with an intervention that was very conceptual, and therefore, coming to the difficulties, very difficult to read for the audience, and at the same time, actually bringing us also a lot of practical challenges. So because what you see here is, in the end, they decided not to do anything with Fuseli. They chose a room that was the former room in the old building where the Nymphéas from Monet were displayed. So they are no longer there, but they still have this resonance. And they chose key works from the collection, canonical works to reference. One was Böcklin, Monet, and Matisse, and to rethink those. So what you see here, the colorful painting, is Ida's reimagining of the water lilies now. What you see on that side is Matthias analyzing actually Böcklin's war painting in a sort of contemporary graffiti analysis. And the third part was, the third and the fourth part were again more subjective approaches to notions of display. They also scanned, like Hilda Zwingli, our entire collection, but not looking for female artists, but looking for something completely subjective. Matthias had just published a new novel in which a young girl is the main character, and they were looking for her in the collection. And they were very systematic, very conceptual, and this was just purely personal. But it also brought out a non-hierarchical display of works from Eton to unknown artists, all looking for a woman that actually doesn't exist. So they were looking for a portrait of a person that does not exist.
That was a pleasant part of the project. A really difficult part of the project. Technology is really our enemy today. A really difficult part of the project was very technical. You spoke about this challenge, like how do you look in a database that doesn't give characteristics? Our biggest challenge in this project was twofold, was how do we mediate this complex thinking that is both very subjective and very conceptual to an audience. We tried to do that with a text. I think we failed. I think a lot of people entered that room and were completely mystified. So that's a learning for us, like this does not work, just a text does not convey complex thinking. And the other thing was like what you see here, Matthias in his work is generally interested in questions of display, not what do museums show, but how do they show it? You know, why do you show sculpture on a socle in the middle of the room? Why do you show painting on the wall? Why do you not? And why do we opt for linear hanging, no longer for St. Petersburg hanging? And he has been fascinated for a long time by the bronze nudes from Matisse that are also a highlight of our collection, and always wondered about where is abstraction in the figurative. And studying the reverse of those bronzes, he saw actually, he said, this is a prefiguration of the later abstraction in Matisse, of the cutouts. You know, you can actually see that in the reverse of the bronzes. So he wanted to show the bronze in reverse. Very simple idea. Like a totally sort of subjective art history. You know? Reading Matisse, the later work from the earlier work, but just to do that was a nightmare. Like, to think of how do you show this image in reverse without damaging it? How do we display it in that way? Became a logistical challenge that we had never really considered. And also one where our staff was like, why are we even doing this? I mean, this is a giant enterprise just for one idea by an artist. Does that make sense? Like, do we want to engage in that kind of wild ideas? Is that what we do as a museum? If we want to disrupt the canonical reading of art history, do we have to go through such efforts? So I think for us, these interventions always bring a lot of questions to the basics of the institution. Like, how do we function? How do we think? What do we assume is normal? How do we mediate? So it's a bit also, it's almost every project with every artist, because we do give carte blanche, is a total challenge to how we function. And that's not readable to the audience, because the audience sees the intervention, hopefully enjoys it. But on the backside, it's also our psychoanalysis. It's artists who ask us very difficult questions about why is something courant normal and why is something else an aberration. Je me demande si peut-être, du coup, ça pourrait être intéressant de montrer aussi les processus pour arriver on va dire à l'installation définitive. Je ne sais pas comment, si c'est montrer des documentations, des échanges d'emails, faire des time-lapse, whatever. Mais c'est vrai qu'on prend aussi des risques parce qu'on fait des invitations à des artistes, on leur donne confiance, mais en fait on leur donne aussi, comme vous disiez avant, la collection c'est le cœur du musée. Et parfois, c'est toujours un équilibre très difficile, c'est un vrai défi. C'est être à la fois accessible et peut-être même ludique pour attirer un public un peu plus jeune qui n'est pas forcément expert d'histoire de l'art, mais aussi quand même garder une espèce de respect vers la collection, vers l'artiste en question, et aussi toutes des conditions de conservation. Parce qu'il y a des choses, en fait un musée c'est aussi un lieu très normatif, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au musée, et ça c'est, on n'y peut rien quoi. Et peut-être je me demande David, comment c'est pour toi, parce que c'est exactement ce que Frédéric a dit. Au musée on a des règles, ils sont assez fortes, mais on veut aussi être un lieu de production où les artistes peuvent développer de nouvelles idées, de nouvelles approches, mais au fait c'est un clash, parce que
le système normatif du musée, c'est la protection des œuvres. Et d'être un sort playground for artists is in complete contrast with that. Alors, c'est vrai, mais bon, il y a deux éléments de réponse. D'une part, les artistes sont plus malins que nous. Et ça, je vais y revenir. Et d'autre part, en fait, en tout cas au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, comme d'ailleurs ici, lorsqu'on donne une carte blanche à un artiste ou à une artiste, généralement, c'est pour venir présenter son propre travail. Et donc, l'intervention sur la collection, c'est l'exception plus que la règle. Donc, la liberté des artistes, elle va s'exprimer justement d'abord pour montrer leur travail actuel, puisque nous sommes aussi un musée vraiment orienté vers l'art contemporain. Après, par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, là aussi, c'est des histoires peut-être plus modestes et moins spectaculaires, mais au musée de la Chaux-de-Fonds, on a une salle avec d'énormes contraintes, qui ne seraient d'ailleurs plus acceptables dans la politique muséologique, muséographique du XXIe siècle. Nous sommes les légataires d'une collection importante, la collection de René Madden-Junot, qui comprend des tableaux des grands maîtres, des avant-gardes, notamment françaises du début du XXe siècle, donc Van Gogh, Gauguin, etc., Renoir, et j'en passe. C'est super. C'est super, ça nous permet justement d'entrer en dialogue avec des musées du monde entier. C'est des œuvres qui sont parfois, pour certaines d'entre elles, très très sollicitées. Et puis c'est super parce que le public du musée a une sale habitude, et ça c'est quelque chose contre quoi je prêche régulièrement. Souvent, ne soyez pas comme ça, mais nous sommes comme ça, moi aussi. Souvent, on va dans un musée non pas pour découvrir des choses, mais pour les reconnaître. Et c'est quand même un peu bête, parce que ce qu'on reconnaît, finalement, ça ne nous apprend pas grand-chose. L'action de reconnaître un tableau, c'est beaucoup moins stimulant que l'action de connaître ou de découvrir. Mais c'est beaucoup plus effrayant de découvrir. Donc, le public aime beaucoup cette salle, puisqu'il reconnaît la touche de Van Gogh, la touche de Renoir, etc. Mais moi, ça m'embête puisque je préfère un peu faire découvrir des choses. Et le problème, c'est que cette salle, en fait, cette donation, elle était assortie d'une contrainte testamentaire. Le testament écrivait que les œuvres doivent être accrochées ensemble, à demeure, donc pour toujours, dans une salle dédiée. Ça laisse assez peu de place à l'interprétation, ça en laisse quand même, en fait. Et je vous donne deux petits exemples, parce que, en effet, là, pour le coup, on ne peut pas changer grand-chose. Mais le premier geste officiel que j'ai dû faire en tant que conservateur du musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, lorsque je suis arrivé en 2018, c'était au mois de mars, donc j'étais arrivé au mois de janvier. La première chose... je n'ai pas d'image de ça, malheureusement, donc je vais vous mettre une salle vide. Voilà. Hop. C'était au mois de mars, donc c'était vraiment tout début. En fait, j'ai dû restituer une œuvre de John Constable qui avait été spoliée par le régime de Vichy aux descendants d'une collectionneuse. Alors, tout le travail, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je tiens à le dire, ça a été fait par ma prédécesseur, par les politiques de la Chaux-de-Fonds pendant des années auparavant. Ça avait pris des années parce que justement, il y avait cette petite clause testamentaire que toutes les œuvres doivent être accrochées ensemble dans une salle dédiée. Donc si on enlève une, on ne respecte plus le testament, et il y avait vraiment le risque que les descendants de ces donateurs réclament l'ensemble de la collection. C'est pour ça que ce processus avait été si long et si compliqué. Donc il avait été compliqué à tel point qu'à un moment, il y avait eu des impatiences, et la ville de la Chaux-de-Fonds avait été un peu montrée du doigt, comme si elle faisait preuve de mauvaise volonté, alors qu'en fait elle était coincée par des complications juridiques. Ce n'était pas du tout de la mauvaise volonté. Bon, toujours est-il que moi j'arrive là comme une fleur, et tout est réglé, et donc je peux rendre ce tableau, et je suis très fier. D'un côté, je me dis que c'est un vrai privilège dans la carrière d'un historien de l'art de pouvoir poser un acte en se mettant du côté correcteur de l'histoire, du bon côté de l'histoire. Je me sens très privilégié de ça. Mais j'ai quand même, encore une fois, la petite voix qui me dit « mais c'est quand même un peu bizarre
ton premier acte public en tant que conservateur d'un musée qui doit prendre soin de cette collection, ce soit d'en enlever un constable qui va disparaître, parce qu'évidemment, il a été vendu aux enchères 3 mois plus tard, il a fait son petit million à New York, et il a disparu, plus personne ne le verra jamais. Il a disparu, ce n'est plus un bien public. Donc je disais, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben, voilà, on demande à un artiste qui est plus malin que nous. Et en fait, j'ai fait appel à Philippe Grenon, qui est un photographe français. Et en fait, tout un pan du travail de Philippe Grenon consiste à photographier les dos des tableaux célèbres. C'est pour ça, et donc, juste avant qu'on rende le tableau, parce qu'il est venu photographier son dos. Et il le photographie à la chambre avec énormément de précision, à l'échelle 1, et il en imprime un seul exemplaire, et le musée de la Chaux-de-Fonds l'achète, l'accroche à la place du constable dans la salle de toute la collection. Sur le dos de ce tableau, sur la photographie de ce dos de tableau, on voit toutes les étiquettes des différentes ventes, des expositions, des choses. En fait, tout ce qui a permis le travail de réappropriation pour retrouver le... On voit aussi une cicatrice qui est en fait la trace d'une restauration que le musée a effectuée sur ce tableau. Donc en fait, sur ce dos de tableau, on conserve par la photographie toute l'histoire de ce tableau au musée. Et en plus, on a une œuvre d'art d'un artiste contemporain. Et la seule chose qui nous manque, c'est l'image. Mais une autre chose, cette histoire incroyable ne vous a pas aussi donné l'opportunité de dire, vu qu'on a dû rompre le testament, là je ne suis plus obligée d'accrocher toute la collection ensemble. Non, ça n'a malheureusement pas marché comme ça. C'était un peu... mes prédécesseurs ont négocié une exception. mais ça a quand même eu un très bel impact, parce que c'est une œuvre que très peu de temps après, en fait, on a prêté au Mémorial de la Shoah à Paris pour une exposition sur le marché de l'art sous l'occupation, et ils ont vraiment retourné finalement le narratif par rapport à cette Chaux-de-Fonds qui soi-disant était de mauvaise volonté, et là au contraire le travail était montré en exemple. Donc les artistes nous rendent service, y compris dans des petites choses, et parfois ils se rendent service à eux-mêmes, parce qu'il y a une autre chose qu'on ne peut pas faire quand même dans un musée, c'est prendre des tableaux et pour qu'ils nous rendent un peu service et les mettre un peu là où on veut. Moi, j'ai pas d'œuvre dans mon bureau, par exemple. Et un jour, une artiste qui s'appelle Nina Childress, qui est une peintre française, qui vient d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Paris, eh bien, on fait une lecture de son autobiographie, qui n'a d'ailleurs pas été écrite par elle, qui a été écrite par Fabienne Radi. On fait une lecture dans le contexte d'un festival de littérature qui a lieu à la Chaux-de-Fonds. Et c'est une autobiographie qui se concentre sur la question du poil et du cheveu. Alors, peut-être que vous le savez, si vous êtes déjà venu au musée, le musée de la Chaux-de-Fonds possède le seul portrait connu par Van Gogh de David Bowie. Et donc, il est vraiment très chevelu comme ça, et il a les yeux qui partent d'un côté et de l'autre. Et alors, Van Gogh s'est trompé dans le titre du tableau, il l'a appelé « Jeune fille aux cheveux ébouriffés », mais en fait, c'est un portrait de David Bowie. Ou de Michel Polnareff sans les lunettes. Et Nina Childress avait dit, mais moi j'aimerais bien faire ma lecture, mais prendre ce tableau puis le mettre à côté de la lectrice pour qu'on voit un peu des cheveux. Mais on ne peut pas faire ça. Et donc je lui ai dit non. Elle a dit, c'est pas grave, j'en fais un autre. Et envoie-moi une photo avec ton téléphone du tableau sur le mur. Et elle a vite fait comme ça, hop, elle a repeint le Van Gogh de la Chaux-de-Fonds, elle l'a appelé le Van Gogh de la Chaux-de-Fonds, et elle a fait la lecture avec le Nina Childress copiant le tableau de Van Gogh. Et ça aussi, c'est un tableau qu'elle a laissé au musée. Et maintenant, il est accroché à côté du vrai Van Gogh. Et donc, finalement, la contrainte de ce qu'on ne peut pas faire au musée devient pour les artistes le lieu pour trouver des solutions complètement déplaçantes. Et d'ailleurs, Copiste, c'est une exposition en cours au Centre Pompidou-Metz, curatée par Chiara Parisi et Donatien Gros, que j'avais invité à ces panels, mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Et c'est vraiment une commande aux artistes contemporains d'imiter leur grand idole d'inspiration. Et
pour moi, je vous remercie profondément pour votre honnêteté, parce que c'est pas évident de faire des hautes analyses et de parler si librement des défis et surtout qu'est-ce que ça va impacter pour le futur. Du coup, si j'ai bien compris, peut-être Recollect et impose, ou ça va continuer. Donc, ça va sûrement continuer, mais c'est aussi dynamique, parce qu'on s'est réalisé, les problèmes logistiques, c'est des problèmes logistiques. C'est peut-être ennuyant, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, surtout en plus parce que ça nous pose d'intéressantes questions sur comment est-ce qu'on gère la question, comment on veut la présenter, et chaque Recollect, au fait, nous donne des nouvelles histoires. David est un maître en raconter les anecdotes, mais ça nous donne des anecdotes comme ça, mais aussi des autres other readings of the collection, and those also become an imaginary archive. Every intervention gives us a new reading of a collection that we thought we already know, and the logistical problems every exhibition brings them. These are just of a different kind. But we did realize this format of interventions in rooms in the collection, that we need to rethink that. Because the one reason is very pragmatic. Doing a small intervention is as much work as a big one. Because what artists try to do is really challenging the conventions. And the other thing is, we realized even if we put many signs, recollect, watch here, how unusual this is, people often pass by, they don't understand it, they skip over it, they don't notice it. So we thought, actually, we shouldn't marginalize artists in certain rooms, we should give them more space to rethink the collection and our exhibitions in multiple ways. So actually what happens is Recollect is expanding. And this is like the current one, l'installation en cours de Ito Barada, j'ai trouvé incroyable. Yeah. And I think Ito was a first step in that. That's currently in the first floor of our Brutalist building. And Ito really, in a way, made a mini exhibition in which she combines her own work with work on the collection, and again with a very subjective departure point. She was a bit overwhelmed by the collection of the Kunsthaus. I thought, how do I actually organize my passion? And she chose a year, the year of her birth, 1971, as a selection criteria, saying like, I am just going to look at works that were made in 1971. And you can think, what a dumb logic. I mean, what does that bring the audience? But this year of birth is not only autobiographical, it's also political. It's a year of big upheaval in Morocco, where she was born, of an earthquake, of a political revolution. So she brings together this autobiographical dimension of this year is important because I was born, with a social-political revolution, and that also reflects in her choice of works. And the images we have are, it's not because of the quality of our photographer, but more the space, do not show how layered this actually is. It's a very visual presentation with a lot of visual resonances, but also it enables, for example, a completely different reading. You see a Dieter Roth next to actually didactic images that she sourced from a Moroccan school. So you have all kinds of different readings that come into existence. And that actually, her intervention made us think like we should actually frame those interventions much more as exhibitions, give them more space, literally, but also they're not kind of footnotes in the margin. They should have body and they should be present. And it also made us think like, well, we should not only involve artists as curators, or the whole Recollect series in those interventions in the collection, but in a much bigger way in the program. So we already started doing that a year and a half ago. We did a big Hodler exhibition, but we didn't do a classical one. We invited artists to curate it with us. So it was a group of artists and a group of our curators. Next up is an exhibition that I couldn't bring images of yet, but that is in the planning, where we invited another Swiss artist, Yves Netzhammer, to co-curate a Wilhelm Leenbroek exhibition that we're doing. The exhibition focuses on Leenbroek as the big modern sculptor and on his last years in Zurich in exile,
But the scenography and the curatorial thinking is really a collaboration between Sandra Janfreda, our curator, and Yves Netzhammer. So he designs the exhibition, co-curates it, and adds his own work to it. We do almost parallel. Yeah, sorry, the images, we are flashing them at you. Yours like better. There's too many of them. I thought I'll bring everything. No. Wilhelm Leenbroek. These are just juxtapositions here. It's not going to look like that. So here, Yves is really a co-curator, but also an artist producing new work. He's a scenographer, and I think he will really enable a completely different reading of Leenbroek that is on the one hand very art historically founded, because it's a collaboration with the Leenbroek Museum, it's research-based, but it's also imaginative. I think we hope that this show will show that the idiosyncratic can be combined with deep research. No, it's not, it doesn't need to be a conflict. And another example of an expanded, how Recollect expands, is a show that we open almost parallel with Wolfgang Leip, who in a way redesigns an entire wing of the Brutalist building, the Müllerbau, where he combines his own work with highlights from the collection. So on the one hand, it's a kind of personal selection, what inspires him, but it also shows our highlights in a very, very different way, in resonance with his own work. So it goes from Mondrian to Hodler, to Rothko, to Segantini. And I think this show again shows that the completely subjective approach of an artist showing his sources of inspiration can also enable another art historical reading of our collection. So in a sense, we're stepping away from Recollect in a sort of limited way in certain rooms, and it takes more space and room in the program at large. Oh, sorry, this is my past, the Frans Hals Museum. Sorry. So maybe rather than pausing it, it becomes more invasive. Yeah, it contaminates, ça contamine le musée entier. Dans un sens positif. Du coup, on va plutôt vers notre approche sans nom et un peu disséminée. Ça nous rassure quand même. Si ça ne vous dérange pas, moi je vais juste passer quelques minutes pour raconter aussi quelques exemples ici au musée. Et après, je pense qu'on peut aussi conclure avec le projet pour la Chaux-de-Fonds Capitale de la Culture qu'on a tous et toutes trop hâte de découvrir. Voilà. L'exposition en cours, du coup, c'est exactement ça, c'est-à-dire... c'était plutôt une façon très honnête, très transparente, ludique, autocritique et autopsychanalytique de dévoiler les coulisses de la collection, les tourments et les plaisirs de notre métier qui c'est les métiers plus beaux du monde, mais voilà, ça présente aussi des défis assez conséquents. Et en dévoilant les coulisses, évidemment, quand on gère une collection aujourd'hui, tous les négligences qui se sont accumulées dans le passé pour n'importe quelle raison, manque des ressources humaines, manque d'intention curatoriale ou du temps, font que, en fait, finalement, il y a des problèmes dans des collections, des secrets, des mystères, des objets qui ne sont pas localisés. Là, par exemple, on a les parfaits exemples. Derrière nous, on a un buste de Ferdinand Hodler fait par un autre artiste, parce qu'en fait, le public doit se contenter avec ça. Parce que nous, dans notre archivage, dans notre logiciel d'archivage Museum Place, apparemment le musée a un Ferdinand Hodler de 1917, un autoportrait, qui n'est pas localisé et nous ne le retrouvons pas. Et du coup, on a décidé de nous confesser au public, de dire, voilà, on est un peu... c'est comme ça, c'est un peu... It's shit, the life is shit. Et du coup, pour
comment dire, dédramatiser cette drame, parce que ne pas trouver un Audelaire dans un musée suisse, je pense que c'est un vrai drame. On a invité aussi une artiste contemporaine, Virginie Delannoy, française et suisse, c'est elle d'ailleurs qui a décidé de lui rendre hommage avec cette technique un peu underground, pop, de mosaïque en scotch. Et voilà, et ça du coup c'est aussi notre façon de un peu, comment dire, visualiser le problème qu'on va devoir résoudre, parce que c'est clair qu'on va devoir le résoudre, mais comme Anna le disait, cette exposition c'était une opportunité pour aussi faire un état des lieux de la collection et du coup identifier toutes les problématiques, les urgences, faire de la pression aussi politique. Grâce à ça, on a pu aussi convaincre le conseil communal à investir dans la conservation de la collection. Et je le remercie profondément parce qu'ils ont accepté d'augmenter les taux d'activité d'une collaboratrice pour compléter l'inventaire. Parce que, par exemple, petite autre anecdote, il y a encore à peu près 1000 objets qui ne sont pas inventoriés. Ils ne sont pas dans les logiciels d'archivage, ils ne sont pas dans un fichier Excel qu'on a aussi en parallèle. Ils sont dans le musée, j'espère, mais voilà, ils sont un peu fantômes. Et du coup, des expositions comme ça, des interventions des artistes contemporains nous permettent de identifier les points à améliorer, les missions de conservation à améliorer. L'intervention peut-être la plus irrévérencieuse que vous rencontrerez dans cette exposition, c'est l'artiste Plonker et Plonk-Bébert de la Chaux-de-Fonds, qui on a invité à se plonger dans l'exposition. Et il a choisi surtout de travailler sur les salles dédiées au regard féminin, au regard masculin, avec son style très contemporain et ludique de créer comme des espèces de mèmes, je ne sais pas comment on dit ça en français, de mèmes, avec les œuvres. Du coup, là, c'est vraiment une intervention physique avec un langage très contemporain, les émoticônes. Et je ne vous cache pas qu'effectivement, il y a eu un moment où on s'est posé la question, est-ce que ça va être mal interprété par le public, parce que c'est quand même une agression, c'est une invasion physique, pas de l'œuvre originale. Évidemment, il ne va pas coller un émoticône sur le vrai tableau, mais même si ça s'est fait en Photoshop, c'est quand même, ça peut être interprété comme un manque du respect. Et voilà. Aussi, c'est quelque chose que c'est pas nouveau avec cette exposition, l'idée de faire dialoguer la collection avec les artistes contemporains. Déjà dans l'expo précédente, on avait invité Laurence Rastis, une photographe suisse d'origine iranienne qui a travaillé sur la thématique des courtes peines dans les prisons en Suisse, en particulier avec une prison, la Promenade à la Chaux-de-Fonds. Elle a fait un projet participatif avec des détenus, des personnes détenues, qu'elle a co-signé avec elle. Et grâce à elle, on a découvert, juste en serrant dans les logiciels prison, qu'on avait un super Piranesi, un original de la deuxième édition de 1762, I carceri d'invenzione, et l'artiste a accepté. Là, dans ce cas-là, c'était un peu une invitation. On lui a mis quand même un peu de pression, de dire, on aimerait bien exposer le Piranesi dans la salle où il y a ton travail. Et heureusement, elle a accepté parce que c'est quand même une offre assez flatteuse d'être à côté d'un Piranesi. Et sinon, parfois, c'était vraiment une invitation aux artistes de se plonger dans les collections et sélectionner des œuvres qui dialoguent avec leurs pratiques, soit des façons
avec des affinités, soit avec des contrastes opposés. Par exemple, dans les cas de Michael Gunzburger, une exposition qui a été co-curatée avec Anna Bleuler, l'artiste a décidé de choisir des œuvres de la collection qui vont à l'opposé de son processus. Si son processus, c'est justement d'aller au-delà de la frontière, de la précision, de la reproduction identique avec l'impression, pour lui, c'est vraiment complètement créer des nouvelles images qui ne ressemblent en nulle part à l'objet qui a été imprimé, parce que c'est vraiment un geste performatif, c'est un geste physique. Il imprime, il écrase des objets, ça peut être une bouteille de champagne, de la nourriture. Et du coup, c'est toujours des pièces uniques qui n'ont rien à voir même avec le principe selon lequel la technique de l'impression a été inventée, notamment pour reproduire exactement une image. Et du coup, il a choisi la Sainte Face des Mélans, qui je pense c'est l'œuvre la plus ancienne qu'on a dans la collection de 1649, qui c'est exactement la technique opposée, avec juste une ligne spirale reproduit exactement le portrait de Christ. Juste rapidement, ça c'était la toute première exposition que j'avais fait. Moi, en tant que pas historienne de l'art encore, je suis en train de faire une formation aussi là-dessus, mais je viens profondément de la littérature comparée et de l'histoire plutôt et la théorie de l'art conceptuel, la photographie. Et du coup, pour moi, la relation entre les mots et les images, c'était toujours mon grande obsession. Et la toute première semaine, quand j'ai repris le poste, j'étais un peu perdue parce que le passage de curatrice indépendante à directrice du musée, c'était un peu choquant. Et du coup, pour me calmer, j'allais me cacher dans les dépôts du musée et j'ouvrais les grilles pour découvrir la collection. Et ça se trouve que je trouve une espèce de mini-collection dans la collection. Il y a un nombre important d'œuvres d'art où il y a des gens qui sont en train de lire représentées, surtout des femmes. Du coup, ça m'a rappelé le fameux livre « Les femmes qui lisent sont dangereuses » de Laure Adler et Stefan Bollmann. Et du coup, c'était pour moi aussi une façon de redonner vie. On parle souvent des musées qui suivent aussi les intérêts, la formation aussi du conservateur. Là, je ne vous cache pas que c'était vraiment... Je venais de terminer mon doctorat et c'était une façon de créer un lien avec la collection du musée et aussi à mes recherches sur la relation entre mots et images. Et dans ce cas-là, la collection des liseuses du musée a été présentée dans la salle carrée, qui est un peu la salle phare de l'institution, avec aussi des interventions contemporaines très simples. Là, par exemple, c'était juste un livre d'artistes assez pop et incroyable de la maison d'édition Relais Presse de Zurich. C'est Urs Lani et Olivier Lebrun qui l'ont conçu. Et c'est un livre, c'est vraiment l'encyclopédie. C'est tous les moments dans la série télévisée des Simpsons que les protagonistes, les personnages sont en train de lire un livre. Et ça, c'était aussi incroyable parce qu'on a découvert que du coup, il y avait des livres qui existaient vraiment et des livres qui étaient complètement imaginés par les réalisateurs de la série. Et du coup, là, c'était rien d'exceptionnel. C'est juste un livre d'artiste posé sur un socle ancien à côté d'une peinture. Mais ça crée quand même une petite tension transhistorique. Et aussi, avec la permission de l'artiste suisse Philippe Dacroza, on a fait un peu une opération féministe, c'est-à-dire que les seules deux œuvres où il y avait des hommes en train de lire, on les a mis entre parenthèses avec sa série sur les lunolets, cet hommage à l'invention de la parenthèse dans la Florence de la Renaissance. Voilà, je pourrais encore parler pendant très longtemps parce que c'est vraiment
une thématique qui m'est passion et que je pense vous aussi, mais je ne veux pas trop prendre la place. Là, c'était une exposition sur l'instinct animal. Une réflexion aussi que j'ai eue, c'était de me dire, je suis quand même dans les montagnes neuchâteloises. C'est une collection historique avec des artistes de la région et du canton. Il doit y avoir forcément, on est immergé dans la nature, il doit y avoir forcément énormément d'œuvres avec des animaux. Et effectivement, c'était incroyable parce qu'on c'était vraiment une recherche extraordinaire. On a trouvé, on a vraiment joué à la Wunderkammer totale. On est parti d'une œuvre plus récente, cet oiseau bleu de l'artiste Irène Grundel, qui nous hantait un peu parce que c'était dans les dépôts. Chaque fois qu'on rentrait dans les dépôts, il y avait cet oiseau un peu impressionnant. Et du coup, on a un peu inspiré par les livres sur les êtres imaginaires de Borges. On s'est dit, on pourrait imaginer comme si cet oiseau a une espèce d'intérieur, de ventre énorme, imaginaire, qui devient un cabinet de curiosité où on a installé un peu toute la collection de statues, d'art inuit, parce qu'il y a un des anciens conservateurs, le grand Charles Chotan, avait un fils qui vivait au Canada, et du coup, au musée du Locle, il y a une collection d'art inuit assez importante. Voilà. Je pense qu'il y a une autre chose qu'on pourrait peut-être partager, parce que je pense que c'est aussi un axe très important au Kunsthaus Zurich, et j'ai vu aussi quelques interventions d'art vivant au musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. C'est aussi comment l'art vivant et la performance peut activer une collection historique et permanente. Évidemment, c'est une autre approche parce qu'on est plutôt dans l'événementiel, c'est des choses plus éphémères. Mais je suis curieuse de connaître un peu votre expérience par rapport à ça. Je commence. Peut-être chercher de nouveau dans les images. C'est une intéressante question, Francisca, parce que je pense que switching over to English again, I think performance in general is a category within the museum that is still very recent. Like that museums collect performance, but also that they take it seriously, that a performance is not something to lighten up or embellish an opening, but it's a work in itself. So I always had a very paradoxical relationship in how do you program performance to activate the collection, to activate institutional memory, because it seems like you instrumentalize it again. You don't take it seriously as an independent art form. At the same time, artists decide themselves whether or not they want to be instrumentalized. So to give you two examples from two different institutions, one is quite recent from the Kunsthaus. I think probably everybody knows the big discussion around one of the permanent loans in the Kunsthaus, the collection of the Stiftung Emil Bürle. And when I became director, the scandal was at full force around the origins of this collection. So we did a new exhibition that tried to address transparently all the dilemmas that are connected to this collection. Its origins, but also the fact that Emil Bürle was not an exception. You know, he was part of Swiss society, and he was definitely part of the Kunsthaus itself. So that exhibition tried to do that in a more historical way. But then we thought what is actually part of the, let's say, the Bürle complex is the historical context and its dilemmas. But there's also something that is deeply emotional, that is not rational, that is not about re-examining history and the role of Switzerland in the Second World War, and who was Emil Bürle, and why did he sell weapons to the Nazis, what's the provenance of the work in the collection. Those, in a way, are rational questions. But there's also an emotional component that the exhibition can maybe not capture, or that we deliberately suppressed because we wanted to go away from scandal to dissecting a problem and addressing a problem.
But in contact with an artist who has an incredible performative practice, Alexis Blake, we thought with her we could activate that emotional component in a sort of tangential way. Because the performance she did in the Kunsthaus, in the foyer, was a response to Bürle, but it was based on her research into the history of lament. I don't know how you, the translator know how you say that in French. So there's a cultural history of lament in the West and in other parts of the world. How do we express collective sorrow? We used to have rituals for that, like a ululation or collectively mourning, screaming. And she has done historical research into how is lament and collective sorrow expressed in the East and in the West, and used that as the basis for a performance that was dance and sound, which is based on that research, but never really, you don't feel the research. And that was actually sort of like, it was a very emotional, physical embodiment of sorrow. And I think people who visited the performance felt a connection with the Bürle story, but it was never made explicit. And they felt a resonance with maybe the fact that we are mourning certain parts of Swiss history, but it was never made explicit. And I think the great thing about that was, so the performance could still remain a thing in itself. It wasn't side program of the Bürle exhibition. And at the same time, it really added a new dimension to the exhibition by speaking to affect, emotion, maybe the subconscious, by not making things explicit. So it was like if the exhibition would have been an attempt to make things visible, readable, in your face, this is again was maybe making it more mysterious and more a sort of very personal experience, because we had a lot of responses after that. People said, like, I didn't really understand it. I also don't really maybe not see a direct connection to Bürle, but I was so moved because this is about, some people interpret it also with the very personally, the loss of a child or the mourning war all across the world. So, and this is maybe not an answer to your question, but I think the big challenge of activating collections or exhibitions with performance is to find a balance between letting the performance exist in its own, it's not an instrument to do something, and at the same time create this resonance with what you see. I won't go into the other example from the Frans Hals Museum because that takes us too far. It would be more interesting to hear what kind of examples David has. Alors, la performance en tant que genre artistique est effectivement quelque chose de relativement nouveau dans les musées, et le musée de la Chaux-de-Fonds n'est pas un bon élève à cet égard-là. Il y a peu de performances qui sont présentées dans nos salles, ça arrive de temps en temps, mais souvent, lorsque ça arrive, au-delà de la performance, justement, comme genre artistique, on va avoir des œuvres d'art vivant qui vont là utiliser cette fois-ci, plutôt que d'activer, qui vont utiliser la collection presque comme décor. C'est arrivé il y a quelques mois avec une pièce de Joséphine Devecq autour du texte enfin, c'était pas autour du texte, il y avait tout le texte de l'Amphitryon et Galatée de Rousseau, qui est un texte compliqué, c'est touffu, ça a vieilli, c'est vraiment dur, quoi. Et elle a réussi à faire un spectacle avec ça, justement dans cette salle où on examinait la question de la représentation des corps féminins et masculins, avec tout ce que les corps féminins représentés avaient de stéréotypé dans leur posture et tout ce que les corps masculins avaient de bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des messieurs tout nus dans les musées. Et donc là, en l'occurrence, cette salle de collection a vraiment été plutôt rabattue au titre de décor. Mais on a, pour donner un contre-exemple, mais je le donne qu'à moitié, je vais vous remettre ma salle vide, parce qu'elle avait un titre. Tu sais faire ça? Non, c'est plus rapide. En 2027, nous allons, je pense que c'est le 2 janvier, enfin le premier week-end de 2027, nous allons faire un grand vernissage dans le musée. Ça va être une énorme fête parce que ça va clôturer l'année 2026 qui est l'année des 100 ans du bâtiment.
Et nous avons pris la décision que ce grand vernissage, on va inaugurer un musée vide. Ce qui fait qu'on pourra faire un peu les foufous dedans. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais on pourra faire des choses que d'habitude on ne fait pas. Mais ce n'est pas juste pour la blague. Ensuite, on va quand même travailler. On va travailler avec Gabriele Di Matteo, qui est un artiste conceptuel italien. En fait, il vient après-demain à la Chaux-de-Fonds avec un de ses collaborateurs qui s'appelle Salvatore. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire, puisqu'ils viennent après-demain pour réfléchir. L'idée, c'est que Gabriele Di Matteo, c'est un artiste qui travaille beaucoup sur la reproduction, sur la copie, et il s'entoure d'une armée de peintres napolitains qui sont des peintres dits professionnels et qui font ce que font aussi maintenant les Chinois, des reproductions d'œuvres d'art ou des peintures dans les pizzerias, ou des choses qui sont a priori dépréciées par la haute culture muséale. Il avait fait un coup de maître à Art Basel Unlimited il y a quelques années où ces peintres napolitains avaient reproduit en noir et blanc les œuvres les plus chères de l'art contemporain chinois et ils les vendaient quelques milliers d'euros en noir et blanc peints par des Italiens. C'était les Italiens de la Renaissance qui se retrouvaient à copier les Chinois. Le monde était renversé. Alors pourquoi est-ce que j'ai invité Gabriele Di Matteo? Parce que au lendemain du vernissage, nous allons commencer par ordre d'acquisition des œuvres de notre collection à accrocher toutes les peintures et les sculptures de la collection. On a fait des calculs sur Excel. Normalement, ça passe au poil de ça. C'est pas comme l'exposition surréaliste qu'après on pourra pas marcher dedans. Non, mais ça va vraiment remplir les murs du sol au plafond et ça va être accroché d'une manière qui permettra de voir comment la collection s'est constituée à partir de l'œuvre la plus ancienne que nous avons achetée jusqu'à la dernière qui arrivera en 2026. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y aura Salvatore, qui est ce peintre napolitain qui travaille beaucoup sur la reproduction et qui va peindre, en fait, qui va passer tout le public, non seulement pour avoir l'accrochage en train de se faire, c'est-à-dire que le musée va s'exposer pas seulement dans ses murs finis, mais va s'exposer avec ses collaboratrices et ses collaborateurs à l'œuvre. Ça nous permettra de faire tout un travail de fond aussi sur les dépôts qu'on pourra peut-être enfin améliorer parce qu'ils seront complètement vides. Et au milieu de ça, il y aura ce Salvatore qui va performer la peinture d'une manière qui est encore tout à fait non inventée. On commencera à l'inventer à partir de samedi, mais vraisemblablement qui va aller dans la direction de recopier des œuvres de cette collection qui sera, au bout de quelques mois, accrochée dans sa totalité dans les salles du musée. Donc voilà, ça c'est un projet un petit peu fou. Qui mérite une capitale de la culture. Qui mérite une capitale de la culture, oui. C'est très bien. Et par rapport à... C'est un artiste que je pense que Anne, vous connaissez aussi, ou vous appréciez aussi. On parle de Konrad de Dobler. Et en fait, parfois... désolé pour le majuscule qui est... Du coup, on change la slide, sinon il va se fâcher avec nous. Parfois, les artistes contemporains, c'est aussi incroyable, surtout quand on travaille avec un sculpteur qui a cette sens de l'humour très subtil. Là, on est vraiment, comment dire, on n'a vraiment pas d'inquiétude de cette fameuse manque du respect dont on parlait tout à l'heure, parce qu'avec des Dobler, on sait très bien que tout est très délicat. Et aussi, grâce à sa pratique, on est toujours un peu dans des zones hybrides entre les designs, la sculpture, l'installation, l'artiste comme curateur. Et on avait déjà présenté un aperçu à Genève en 2025. Et là, on va finalement avoir l'exposition en octobre. Et c'était absolument incroyable de travailler avec lui parce que
c'est quelqu'un que, des façons... Évidemment, nous, on le propose à tout le monde de s'éplonger dans les collections, mais avec lui, c'était particulièrement intéressant les résultats, parce que déjà, pour Art Genève, il a fait une installation pour le stand où son travail à lui se mêlait avec la collection. Il a choisi des tableaux qui sont en lien avec l'histoire du locle, l'histoire aussi horlogère, la précision, l'anarchisme de la ville et son métier à lui de sculpteur, parce qu'on a il a choisi des tableaux qui sont quand même des tableaux qui racontent des artisans ou des artistes en train de travailler. Du coup, c'est aussi une vraie réflexion sur le travail. Là, c'est absolument incroyable, ce tableau. S'appelle La statue mutilée de Charles-Auguste Humbert. Et du coup, c'était aussi assez incroyable parce qu'il y avait deux typologies des réactions. Les visiteurs du stand qui arrivaient et voyaient les tables de l'époque du musée, où on fait vraiment dans les dépôts, on fait les restaurations, on check les œuvres avant de les installer, et les tableaux de la collection et de sculptures de l'artiste. Et qui s'arrêtait là. C'était joli, mais il ne comprenait pas vraiment la démarche dans sa profondeur. Et en fait, il fallait marcher derrière les tableaux, parce que l'œuvre de l'artiste, c'était aussi des sculptures qui après servaient vraiment comme des prothèses scénographiques pour faire le display de la collection, des œuvres de la collection. Et du coup, finalement, pour l'exposition d'octobre, et on dévoile pour la première fois l'affiche, il va travailler, c'est pas la seule exposition, on a 4 autres artistes, mais il a décidé de travailler avec les œuvres anonymes de la collection. L'anonymat, c'est toujours quelque chose qui l'a fasciné. Et grâce à lui, par exemple, on a découvert que des œuvres qui ont pensé être anonymes, en fait, ne le sont pas du tout. Ça suffisait juste de prendre 2 secondes avec une lumière, aller checker s'il y avait des signatures. Et en fait, c'est vrai qu'il il faut l'ouvrir, surtout avec les peintures en mauvais état, notamment. Du coup, on a découvert que 2-3 peintures n'étaient pas du tout anonymes, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment un artiste qui adore du coup tous les processus, cette espèce c'est un détective dans les collections, a décidé quand même de garder l'œuvre dans l'exposition, justement pour réfléchir aussi sur le processus d'analyse et des immersion dans les collections. Voilà. Et du coup, la question, est-ce que vous avez beaucoup d'œuvres anonymes dans vos collections? Et après, je pense qu'on laisse tranquille le public. Très bonne question. On l'a pas encore recherché, mais peut-être un thème qui est adjoint, c'est quelles œuvres ne sont pas présentes dans la collection et laissent ont quand même un impact. J'arrête de parler français, ça ne sert à rien, je le dis en anglais. So we have never researched how many anonymous artists we have, but one question that has particularly sort of occupied us also in the past years is also which works are not present in the collection and still have an impact, or which collections, as we have many convolutes collections in permanent loan that are bodies of its own, not only Bürle, but also Merzbacher, Loser, historical connections like the Sammlung Knecht. We've asked this question, like which imaginary or fictitious collections have an imprint on us? Also, which collections did we not receive that could have changed the Kunsthaus? And an example of that is maybe a project we did last year with Walid Raad and the Theaterspektakel in Zurich. You are being... because Walid Raad did a lot of research in the collection Thyssen-Bornemisza, that is now in Madrid, that was destined to be in Tessin, like Heini Thyssen-Bornemisza had Villa Favorita in Lugano. The collection was shown there, and at a certain point he decided to sell it. I think it's still a bit more back.
He decided to sell it. It ended up in Madrid, in front of the Prado, in the Museum Thyssen-Bornemisza, but it was actually destined for the Kunsthaus in Zurich. There was long negotiations, and this amazing collection with Frans Hals, Rembrandt, you name it, could have been in Zurich. And it has been a topic of research for Walid for a very long time, not specifically this question, why did it not go to Zurich, but more, Heini Thyssen-Bornemisza, the family also had a complicated past entangled with the Nazis, so he did enormous research into this collection. I can't find any images now. And the performance and exhibition he did in the Kunsthaus actually spoke about the history of that collection, but also about its ghostly presence in Zurich. And so one of the elements in the show, the exhibition was almost like a decor for the performance. So you could visit it on your own with an audio guide, but you could also visit it with the artist. And the whole show, Walid doesn't like that, as a sort of mixture of fiction and fact. There's a lot of research in it, but there's also elements where you as an audience do not know, is this true? Is this made up? Is this his fantasy, or is this history? And because he bombards you with facts and numbers from the first moment, you're in an eternal state of confusion as to what is true and what is not. And one of the elements in that show we have recently also bought is this wall. It's a display of paintings, reproductions of paintings, where you only see the backside, and on the backside there's clouds. And the story is that Heini Thyssen-Bornemisza in the end did not donate or sell his collection to the Kunsthaus, but he gave a number of paintings that are accompanied by a contract. And this contract says that the Kunsthaus can never exhibit the back, it can never exhibit the front of these paintings, only the back, and that they cannot even research the front. So the only way they can be displayed is reversed, showing clouds. And it's not clear who painted those clouds. Is it Turner? Is it Constable? Is it an anonymous artist? So the whole point of this donation is to hide the original painting, to highlight the back, but actually it's a total enigma. We bought this work because it's present and not, now it's present in the collection, but it's not, because is this story true, that Heini Thyssen-Bornemisza really donate that collection? Do we really not know what is on the front? So we thought this was a very beautiful addition to the collection, because it's in a kind of limbo zone between truth and unreal, but it's also like the many histories that a museum could have had. Like, I thought it's a fantastic idea. David said the way you're going to display every single work that the museum has ever bought chronologically, so it shows how the collection has grown. But this is like the reverse. This is like, okay, what if? What would if? How would the Kunsthaus have looked like if the collection of Thyssen-Bornemisza came? Or how would it have looked like if we could reverse those paintings? So it's about speculative scenarios of a past that we never had. David? C'est une magnifique histoire. Moi, je vais rien rajouter. Évidemment qu'on a des œuvres anonymes, on travaille dur pour trouver qui c'est. Souvent on ne trouve pas, parfois on trouve. Mais moi je préfère rester dans les nuages. Merci infiniment pour être resté avec nous presque 2 heures. Et merci au public qui nous écoutera en remote. Il y a un petit apéritif en bas et vous êtes invités à rester encore avec nous, mais de façon un peu plus décontractée. Merci. Bonne soirée. Merci à Anne, merci à David.